Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cette semaine du numérique, cette deuxième journée dédiée au numérique. Et aujourd'hui, on va commencer ce matin avec un atelier, un webinaire animé par Lionel qui est sur le sujet du logo et de la charte graphique, l'essentiel pour son image. On est tous en train de créer des sites internet, des cartes de visite, des flyers, mais faire passer un message, créer son logo, sa charte graphique, c'est un élément important dans sa communication. Et là, Lionel va un petit peu nous décortiquer un petit peu tout ça, nous expliquer cela. Exactement, merci. Avant toute chose, juste les petites règles qu'on répète à chaque fois, mais c'est pour que tout se passe super bien. Nous sommes sur un format webinaire. Vous avez donc ni votre micro ni votre caméra d'activer, pas de souci. Par contre, vous pouvez discuter avec nous. Deux petits boutons. Vous avez le bouton conversation, discussion et le bouton questions-réponses. Pour des petits commentaires, n'hésitez pas le bouton discussion. Et pour les vraies questions, stratégiquement parlant, on vous laissera passer par le petit bouton Q et R pour qu'on puisse nous les avoir et que soit Thierry, soit moi-même puissions y répondre en direct ou directement sur la conversation. Donc, n'hésitez pas de ce côté-là, tout est ouvert. Notre équipe, vous nous connaissez certainement ou pas encore. On est une équipe régionale de conseillers numériques sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, un agent quasi par département. Aujourd'hui, je suis moi sur le 39 avec Thierry du 89, mais toute la semaine, vous allez voir nos petites têtes différentes sur chacun des webinaires. À la sortie de ces webinaires, si vous avez besoin de discuter, d'approfondir, d'aller un petit peu plus loin dans vos recherches et dans vos projets, n'hésitez pas à recontacter le conseiller de votre département qui se fera un plaisir de venir vous voir et de discuter avec vous. Allez, c'est parti. Un logo. Effectivement, merci pour l'intro, Thierry. C'est parfait. Pourquoi on va créer un logo pour notre entreprise? Alors, très souvent, évidemment, on pense à notre identité visuelle un peu avant notre immatriculation ou au début de notre IMAT. Une identité visuelle, une charte graphique avec un logo, ça va être votre image professionnelle. C'est-à-dire que aujourd'hui vous êtes connu sous votre nom, prénom. Demain, vous allez vouloir vous faire connaître pour votre entreprise, sous le nom de votre entreprise, et il va falloir lui donner une image à cette entreprise. Une image qui va lui apporter du professionnalisme. C'est-à-dire que, on le sait aujourd'hui, vous-même, lorsque vous voyez un camion avec un super logo, lorsque vous voyez une carte de visite ou un site Internet avec une belle identité, ça apporte tout de suite une valeur ajoutée sur le côté professionnel. Et cette image-là va rassurer votre clientèle. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais finalement, ça y joue beaucoup quand même. Votre personnalité, pourquoi? Parce que sur votre logo, dans votre logo, vous allez y faire passer normalement vos valeurs, vos missions, vos projets, vos prestations. C'est-à-dire que votre logo doit faire ressortir ce que vous voulez mettre en avant au niveau de votre entreprise et donc de votre personnalité. Votre authenticité. Pourquoi? Parce qu'on va éviter peut-être, dans l'idéal, d'aller récupérer des logos par-ci, par-là, sur des sites déjà pré-modelés, type Vistaprint, qui vont nous proposer des logos déjà tout faits. On va juste changer notre nom. Pourquoi pas? Ça peut être une solution, on va dire, de commencement. Mais sur le principe de l'authenticité, on va éviter pour éviter que le collègue d'à côté ait le même logo que moi ou l'artisan du village d'à côté ait le même logo que moi. Et on va essayer quand même d'être de mettre plus notre personnalité, nos valeurs à l'intérieur de ce logo et qui nous ressemble plus. Notre savoir-faire, le logo, votre logo, évidemment, doit transmettre dès le début la mission, les prestations, les services que vous allez rendre pour que nous, clients, on puisse reconnaître tout de suite l'activité. Alors peut-être qu'on va essayer de ne pas tomber dans le cliché. Si je suis électricien, est-ce que je mets une ampoule? Oui, non, à réfléchir. Si on tombe dans le cliché de l'ampoule, peut-être que cette ampoule, on peut la moderniser. Peut-être qu'on peut y apporter un petit quelque chose qui fait que on va sortir un petit peu de ce côté cliché et qu'on va retrouver quelque chose à réfléchir. On va y apporter évidemment notre publicité marketing dans le principe où votre logo, votre identité visuelle doit se retrouver sur l'intégralité de vos éléments de communication.
Donc, ça veut dire que votre image va être et doit être de partout. Camion, voiture, stickers sur de vitrine, carte de visite, flyer, site internet, votre fiche d'établissement Google, vos réseaux sociaux. On doit pouvoir faire le lien tout de suite entre, tiens, j'ai reçu une carte de visite, ça m'intéresse, je vais sur son site internet. OK, sur le site internet, je retrouve le logo, je retrouve la même charte graphique, les mêmes couleurs, je suis tombé au bon endroit. C'est ce lien-là qu'il faut réussir à garder et pour qu'on puisse effectivement vous reconnaître très facilement. Votre réputation, évidemment, plus on va voir votre logo, plus on va savoir qui vous êtes, plus on va vous connaître et vous reconnaître. Et forcément, vous allez avoir du coup cette réputation qui va avec. Donc, idéalement, il faut que cette réputation, lorsqu'on voit votre logo, soit positive et qu'on se dise tout de suite, tiens, on a vu passer le camion de un tel, on l'aime bien, on le connaît bien, c'est apporté sur votre logo, grâce à votre logo, une réputation ou une e-réputation, si on parle d'Internet, positive. Internet à pile, j'en ai parlé un tout petit peu, mais aujourd'hui, évidemment, et on ne pourra pas dire le contraire, le numérique est super important et le fait d'avoir son image sur le numérique va vous apporter beaucoup. On parle de fiches établissement Google, on parle de sites Internet, on parle de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, d'autres. C'est-à-dire qu'il faut effectivement de plus en plus, si ce n'est tout le temps, s'ouvrir au monde du numérique et donc apporter cette image professionnelle, cette charte, ce logo sur vos réseaux, sur votre Internet. Et évidemment, le côté relationnel, dans le sens où je vous parlais de matériel, on peut avoir notre logo sur la casquette, on peut avoir notre logo sur le t-shirt, on peut avoir notre logo sur le blouson, sur la veste. Et ce côté un petit peu plus rencontre humaine va être un petit peu sympa, va apporter effectivement le côté un peu comme plus, mais peut nous amener effectivement un sentiment de confiance, de proximité, qui fait que ça va être plutôt sympa normalement avec votre relation client. Comment on fait? Eh ben, tout simplement, je pense que vous avez ou vous allez réfléchir à votre nom commercial, même combat. Comment on réfléchit à son logo? On se pose les bonnes questions, on prend un petit café et on réfléchit. Quelles sont les principales activités de l'entreprise? Évidemment que votre logo, comme je le disais précédemment, doit faire ressortir le travail, les prestations, les services que vous allez rendre tout de suite. Quelles sont les valeurs que l'entreprise souhaite véhiculer? Alors là, on va réfléchir, c'est-à-dire est-ce que moi, j'ai des valeurs, par exemple, éco-responsables, et dans ce cas-là, on a envie de peut-être de mettre en avant ce côté un petit peu développement durable. Est-ce que j'ai des valeurs économiques, dans le sens où moi, je souhaite apporter à mes clients de l'entrée de gamme, et on va peut-être effectivement réfléchir comment on va faire passer cette valeur, ou au contraire, on se positionne plutôt dans le haut de gamme, dans le luxe, comment on va faire passer ça? Alors, sur le super cliché, le côté développement durable nature, peut-être que ça sera dans les couleurs avec des dégradés de vert. Sur le côté haut de gamme, on sera peut-être sur du doré, de l'argenté, du noir et blanc. On va réfléchir un petit peu à tout ça. Quelles sont vos orientations stratégiques? Où j'en suis aujourd'hui et où je veux aller demain. C'est-à-dire que si vous avez déjà dans l'idée de vous développer, d'exporter, d'avoir une certaine durabilité pour votre entreprise, on va peut-être réfléchir à notre identité pour qu'elle soit évolutive ou en tout cas qu'elle amène ou qu'elle nous amène dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans vers les orientations stratégiques qu'on s'est lancées. Et évidemment, qu'est-ce qui nous plaît et qu'est-ce qui nous déplaît? Donc là, en fait, tout simplement, on va faire un petit peu de veille concurrentielle. On va aller voir ce que les copains, les collègues, les concurrents, ils ont fait sur Internet. On va aller regarder leur logo. On va dire, tiens, ça, c'est pas mal. Alors, on va évidemment pas voler les logos ou les identités. On va s'en inspirer. On va se dire, ça, j'aime pas. Tiens, cette couleur, elle me parle pas, mais le style est pas mal. Et on va aller regarder un petit peu tout ça pour pouvoir poser sur papier et se dire un petit peu, avec notre nom commercial, avec nos valeurs, avec notre style graphique aussi, ou en tout cas l'idée du style graphique, comment on pourrait créer ça. Notre logo pour le créer, vous allez évidemment le créer pour vous. On est d'accord, c'est votre bébé, votre entreprise est votre bébé, donc du coup, vous allez vouloir lui donner une identité, un nom. Attention, votre entreprise, contrairement à vos enfants, vous la créez pour vos clients. Ça veut dire que dans la logique des choses, il faut d'abord répondre à la demande du client. On va donc définir notre cible.
clients, fournisseurs, réseau. À 90%, notre entreprise, on fait ce qu'on appelle du B2C, business to consumer, directement vers le client. On va donc créer notre identité pour nos clients. À quoi ils s'attendent? Lorsqu'on est, je suis une entreprise de création de pâtisserie, on va dire un peu style Halloween, horreur, du coup, qu'est-ce qu'attendent mes clients dans mon identité? Bah, certainement qu'ils attendent à avoir un logo un petit peu qui fait peur, un petit peu noir et orange. Voilà, on va avoir un petit peu ces petits clichés-là qui vont venir. Et nous, on va se dire que si on veut toucher ces clients-là et si on veut répondre à leurs demandes, on va peut-être aller s'orienter dans la création de notre logo à 60-70% vers ce qu'ils recherchent. Les 40 ou les 30% qui restent, c'est pour nous, pour se faire plaisir. Des petits clins d'œil, notre nom, peut-être une image qui nous correspond, un icône qui nous correspond. On va donc effectivement essayer de créer notre logo, beaucoup pour nos clients, un petit peu pour nous. Nos couleurs, on le sait aujourd'hui, lorsqu'on ajoute et lorsqu'on met des couleurs sur notre logo, on va toucher 60 à 80% de plus que si on avait un logo en noir et blanc. En règle générale, je vous expliquerai pourquoi après. Donc, on va essayer effectivement dans notre logo, dans notre identité visuelle, d'apporter une couleur ou deux, peut-être trois, mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une vraie raison de pousser jusqu'à 3 couleurs sur notre logo, en essayant d'avoir au moins une dominante, et réfléchir aux couleurs qui pourraient être intéressantes pour notre activité, pour nos prestations, pour nos services. On sait aujourd'hui que les couleurs, les différentes couleurs, nous apportent des sensations, nous apportent des émotions. Depuis tout petit, on est éduqué avec de la publicité, avec du marketing, avec des couleurs. Et on sait que certaines couleurs apportent certaines sensations, certains sentiments. Et on va plutôt effectivement essayer de s'orienter avec ce type de couleur pour aller toucher notre public cible. Si aujourd'hui, moi, on va dire que la valeur principale ou ce que je veux mettre en avant, c'est effectivement ce côté passion, ce côté romantique, peut-être pour les fleuristes, peut-être pour ce type de prestation, on sait qu'on va plutôt peut-être essayer de s'orienter vers le côté un petit peu rouge, rose, violet et aller là-dedans. La couleur préférée des Français aujourd'hui reste, et restera encore pendant un certain temps, le bleu. Le bleu qui va apporter une sécurité, le bleu qui va apporter quelque chose de rassurant, qui va apporter quelque chose qui nous fait rêver, qui nous fait voyager. C'est pour ça que vous voyez beaucoup, et ce que je suis en train de vous dire marche aussi dans tout ce qui est décoration d'intérieur, dans tout ce qui est peinture, aménagement de nos maisons. On retrouve de plus en plus, et on a de plus en plus de couleurs bleues. On voit qu'effectivement, sur tout le côté vert, qui est aussi une couleur qui commence à dominer dans tous les domaines, on retrouve sur le vert ce côté nature, ce côté bio, écolo, renouveau, etc. Donc effectivement, si nous, je suis créateur couturier, je fais ce qu'on appelle de l'upcycling, je récupère des tissus déjà utilisés pour les recoudre, donc je fais de la réutilisation, de la rénovation, donc je suis quand même bien installé dans l'économie circulaire. On va peut-être se dire que la couleur verte va nous apporter ce petit sentiment effectivement écologique. Tout à l'heure, je vous disais que le noir et blanc à éviter, sauf effectivement sur un concept luxe haut de gamme. On sait aujourd'hui, on le voit effectivement, sur toutes les marques que vous connaissez, Chanel, Louis Vuitton, toutes les grandes marques de grands créateurs sont quasi exclusivement en noir et blanc. On a donc cette sensation avec le noir et blanc d'apporter ce côté très sobre, très classe, très élégant. Peut-être on va l'associer avec une autre couleur qui peut effectivement apporter autre chose. En règle générale, dans le principe du haut de gamme, on va plutôt s'orienter vers du doré, vers du beige bois ou de l'argenté. Maintenant, à réfléchir effectivement à quelle association on peut apporter. En exemple, vous pouvez retrouver un petit peu tous ces types de logos et toutes ces entreprises qui sont là.
et qui nous prouve un petit peu, qui nous montre un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer. Le rouge pour le côté passion, pour le côté amour, où effectivement, on va retrouver Coca, parce que Coca, on sait que c'est pas bon pour notre estomac et pour le reste, mais on y retourne parce que c'est du Coca. On a pas mal de choses comme ça qui reviennent. Le rose, le violet pour le côté élégant, le bleu, comme je vous le disais, pour le côté sécurité, fiabilité, confiance, le noir et blanc sur le principe des marques, sur le principe des créateurs qui nous apportent sobriété et classe. Le vert, vous allez retrouver ce qu'on veut, ce que je vous disais du côté écolo, nature, bio, etc. Thierry, n'hésite pas à intervenir au besoin. Du coup, s'il y a des questions, s'il y a des Alors, commentaires. je ne vois pas passer de questions pour l'instant, mais je n'hésiterai pas à te faire remonter des infos, Lionel. Merci beaucoup. Voilà pour nos couleurs. On a vu notre cible, on a vu nos couleurs. Alors, une question qui vient d'arriver, justement. Ah, Tu vois, je me permets de te couper. Est-ce qu'il y a des couleurs associées aux sensations? C'est un alors, petit peu ce que tu as vu sensation, tout à l'heure. c'est assez large, c'est-à-dire la sensation. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que toutes les couleurs sont associées plus ou moins à des sensations, à des sentiments. Donc, qu'est-ce qu'on entend par sensation, si on peut développer un petit peu? Voilà. Sensation Donc forte. là, oui. Donc, voilà, ça va dépendre par rapport justement au message qu'on fait repasser. Est-ce qu'on est plutôt voilà, dans la joie ou pareil, hein, on l'a vu, on le voit par exemple par les codes qu'on a avec les couleurs ou le type de fleurs. Il y a des choses qu'on va faire passer certains messages. Mais bon, oui, là, cette notion on le voit bien sur toutes les grandes catégories que tu présentes, il y a des dénominateurs communs entre les grands thèmes, des choses qui vont rassurer avec certaines couleurs, des choses qui sont plutôt de côté qui pètent, voilà, qui sont très visibles. Donc c'est bien à chacun en fonction du message que je veux vouloir faire passer, ensuite de choisir les couleurs qui seront adaptées. Et une remarque aussi, mais on va l'évoquer tout à l'heure sur la définition du logo, pardon. Faut aussi imaginer que notre logo va être utilisé sur plusieurs supports. Ça peut être on a notamment des entreprises qui ont plusieurs déclinaisons de leur logo en fonction du lieu où sera apposé le logo. Donc ça, c'est aussi important lorsqu'on va définir, réaliser le logo, de s'assurer que c'est quelque chose qui va être lisible, notamment si on doit mettre le logo, je sais pas, sur des crayons ou des petits supports, et que certaines entreprises ont plusieurs déclinaisons de logo. Oui, on y reviendra après, c'est vrai, Thierry, pourquoi réaliser des logos sur tel ou tel format pour les petits, les grands formats, etc. On va y revenir, tout à fait. Donc, je disais, effectivement, nous avons vu notre public, notre cible, nous avons vu nos couleurs, et maintenant, on va voir notre style de logo, le type de logo. En fait, il en existe plusieurs, hein, du coup, qui sont plus ou moins rangés dans des catégories. Le pictogramme, le logo abstrait, l'acronyme, mascotte, emblème. En gros, c'est les plus connus. Pour vous donner un peu des exemples, on va retrouver un petit peu dans ces exemples-là les 6, on va dire, types de logos les plus utilisés. Acronyme, ça veut dire qu'en fait, on va utiliser notre nom commercial ou nos initiales, en tout cas un mot ou un nom court. Et au lieu de créer, on va dire, des éléments visuels autour de ce nom-là, notre nom va devenir de lui-même ce logo-là. On le retravaillera un petit peu. On voit ici IBM, on n'a rien d'autre que des lettres qui sont plus ou moins retravaillées et qui fait que ça devient un logo. L'homo-symbole, et bien là, dans le même état d'esprit où en fait on récupère le nom de l'entreprise et ce mot devient du coup notre logo en y ajoutant, et là en l'occurrence chez Google, une police d'écriture prédéfinie avec un jeu de couleurs associé. On n'ira pas plus loin aujourd'hui. Même si j'enlevais le mot Google en entier et que je vous mettais juste le petit G avec toutes les couleurs sur le G, comme on peut le voir, vous savez tout de suite qu'on parle de Google. Pictogramme. Pictogramme, le principe du pictogramme, c'est qu'en fait, on a un élément visuel, un icône en l'occurrence, qui nous amène tout de suite à la reconnaissance
de la société. Là, en l'occurrence, le petit oiseau bleu, c'est Twitter, pour ceux qui connaissent. Et dans la logique des choses, je n'ai même pas besoin de mettre mon nom commercial à côté parce que j'aurais tellement placardé ces petits oiseaux bleus de partout qu'on saura tout de suite et qu'on sait tout de suite que c'est Twitter. Logo abstrait. Le logo abstrait, c'est là où on va très souvent le plus s'amuser en tant que graphiste pour essayer de faire passer différentes choses. Là, pour ceux qui connaissent, c'est le logo Carrefour et on va y retrouver la flèche rouge à gauche, la flèche droite, la flèche bleue à droite, pardon, et le petit C ou le grand C que l'on retrouve au milieu en blanc qui est un petit peu caché. On retrouve dans ce logo-là deux, trois petits messages qu'a voulu faire passer Carrefour. On peut aller de droite à gauche quand on rentre dans les magasins. Les deux flèches nous y amènent sans souci. On peut trouver le côté chaud, le côté froid, le rouge, le bleu. Voilà, il y a certainement d'autres choses qu'ils ont voulu faire passer, mais c'est dans ce travail, on va dire, de graphisme qui va être le plus intéressant dans la création d'un logo. On va avoir le style mascotte qu'on retrouve bien souvent et très souvent pour des entreprises familiales ou pour des entreprises où la cible clientèle va être les enfants ou les ados. On le voit sur Haribo, on le voit sur KFC avec le colonel du Kentucky, on le voit sur pas mal. On l'a vu il y a fort longtemps chez McDo lorsque le clown Ronald était encore là. Après, il a commencé à faire peur, ils l'ont supprimé et puis ils ont réorienté leurs valeurs. De mémoire, si vous en souvenez, McDo à l'époque, M jaune, carré rouge. Le côté passion, le côté familial avec Ronald, le côté on aime venir au resto. Et aujourd'hui, le carré rouge s'est transformé et est devenu vert. Parce que McDo a changé sa stratégie de communication. Aujourd'hui, McDo est toujours considéré comme de la malbouffe. On essaie de moins y amener nos enfants. Donc, ils reviennent vers des valeurs écolo. On change, on met plus de papier, plus de carton. On met plus de plastique, pardon, et on se tourne vers le carton. Toute notre matière première est locale. On fait du circuit court, etc. Donc, ils ont voulu changer un petit peu leurs valeurs. On voit que les nouveaux restos, si vous êtes amateur de McDo, tous les nouveaux restos sont faits en bois avec effectivement tout ce côté un petit peu boisé, nature, etc. Le logo combiné où on va retrouver notre nom de commercial associé à un élément graphique. On pourra dissocier les deux, mais principalement on les met ensemble, qui apporte effectivement un petit plus. Et le logo emblème qu'on retrouvera plus dans un logo ou pour une entreprise qui veut mettre en avant le côté historique. C'est-à-dire que le côté emblème, le côté blason, on va le retrouver surtout et souvent, par exemple, dans les communes, les mairies qui ont une histoire avec un blason qui mettent en avant. Et nous, en tant qu'entreprise, si on a effectivement cette envie de créer un emblème, c'est pouvoir peut-être promouvoir euh, 40 ans d'ancienneté, créateur depuis 1987. Voilà, on a cette valeur historique à mettre en avant et le côté emblème sera peut-être sympa du coup à faire passer sur notre logo. Donc voilà, on voit qu'effectivement, il y a pas mal de choses et pas mal de types de logos qu'on peut s'amuser à créer. En soi, votre logo, pour qu'il soit, on va dire, au top du top, dans un monde idéal, reconnaissable au premier coup d'œil. Une image, on le dit, ça vaut 1000 mots. Donc, le but d'avoir un logo mémorisable, c'est avant tout en fait, de surprendre. Plus on va être surpris, plus on va être content de le voir et plus on va s'en rappeler. Notre logo, plus il a d'impact, enfin, celui qui a le plus d'impact, c'est celui auquel on s'attend le moins, en fait, du coup. Et faire parler, c'est exactement ce qu'on veut pour être reconnu. Notre logo, il doit être déclinable. On en a parlé juste avant. Il doit être déclinable en différentes tailles et aussi en différentes déclinaisons. C'est-à-dire qu'officiellement, un graphiste, lorsqu'il vous construit un logo, il vous construit un logo de différentes tailles. Un logo, on va dire, classique. Un logo qu'on va appeler un peu signature, qu'on va utiliser, comme Thierry le disait, peut-être pour des outils de communication beaucoup plus petits. Peut-être pour effectivement faire un tampon, peut-être effectivement pour imprimer si on veut faire des goodies sur nos stylos. Si on a un logo avec pas mal d'éléments,
Plus c'est petit, moins on va voir ces éléments, plus ça va être illisible. Donc, on va peut-être effectivement le décliner sur un plus petit format. On peut aussi le décliner sur ce qu'on appelle un bandeau, par exemple. C'est-à-dire qu'on va avoir un logo carré ou rond, mais qui va prendre pas mal de place sur le principe. Si on le décline au format bandeau, on va donc réduire la hauteur et on va pouvoir peut-être le mettre sur nos documents type facture de vie en bas de page, avec notre numéro de SIRET. Et on va essayer effectivement de décliner ce logo-là. On doit aussi normalement pouvoir le décliner couleur noir et blanc. La couleur évidemment principale, mais aujourd'hui, on va faire de plus en plus de photocopies ou pour éviter d'imprimer en couleur, on va imprimer de plus en plus en noir et blanc. Un logo couleur imprimé en noir et blanc, tout de suite, les couleurs sont beaucoup moins sympas et le dégradé de gris nous enlève quand même pas mal en termes de lisibilité et de visibilité. Donc, le fait de créer un logo, de décliner son logo tout de suite en noir, fort, costaud, ça va apposer directement sur les outils qu'on voudra imprimer en noir et blanc. Ça va apporter tout de suite un petit plus aussi parce qu'on va être sur du noir, voilà, du noir fort qui va nous amener quelque chose. Alors, une petite question, Lionel. Est-ce qu'on peut varier un détail du logo au cours de l'année? Exemple, un cercle autour de l'acronyme pour mettre une touche différente. Est-ce qu'on peut Alors, faire des logos qui vont varier au cours de l'année? Alors, effectivement, en fait, sur le principe, pourquoi pas? On y réfléchit avant, c'est-à-dire qu'on va construire notre logo, on va avoir une base qui ne bougera pas, et effectivement, en fonction des saisons, des événements, etc., pourquoi pas jouer sur ça et se dire que du coup, notre logo peut changer. Alors, le but du jeu, c'est pas d'avoir non plus 17 versions de notre logo. On doit essayer quand même d'avoir, on va dire, 80 à 90% de notre base logo qui ne bouge pas et les 10 autres pourcents qui peuvent évoluer, soit par un ICOM supplémentaire. Si je prends l'exemple, nous, par exemple, au niveau de la chambre de métier, on a créé la marque Artisan, qui est un site vitrine pour vous, artisans, si vous voulez exposer vos produits pour les marchés de Noël. Et ben, notre logo Artisan se décline en fonction des saisons. On a le logo qui va être vert sapin et rouge avec une petite boule de Noël pour la saison de Noël. Il va devenir un petit peu jaune et marron pour la saison de Pâques avec un petit œuf. Il va devenir rose et rouge avec un petit cœur pour la Saint-Valentin. Voilà, notre logo Artisan reste le même, mais les couleurs vont changer et un petit élément graphique va s'ajouter ou va être remplacé en fonction des saisons. Et effectivement, ça peut être une très bonne idée si on veut aller au bout du bout de notre communication et apporter effectivement grâce à ce logo-là. En fait, on va apporter avec le changement de logo, ou en tout cas avec le changement de couleur, d'éléments, on va apporter tout de suite aux yeux du client qu'il y a un événement, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et effectivement, ça va nous titiller, on va vouloir en savoir plus. Donc, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée pour des bonnes raisons. Et une deuxième remarque qui intervient, le graphisme a fait mon logo, qui est assez carré, rond, quoi, avec des formes, mais elle a aussi fait un logo tout en longueur, avec un fond transparent et un fond blanc. Alors, quel est l'intérêt d'avoir un fond blanc et un fond transparent? Ça va dépendre. Alors, en fait, le fond transparent, ça dépend en fait le type de logo. Mais le fond transparent, c'est pour pouvoir apposer votre logo sur n'importe quel élément qui a un fond. Imaginons que vous voulez créer un flyer avec un fond bleu ou avec une photo. Le fait d'avoir un fond transparent, on n'aura donc pas ce petit rectangle ou ce petit carré blanc qui va venir un peu gâcher, on va dire, le style graphique de votre élément de communication, donc ça fonctionne. Avoir un fond blanc, donc là on est sur un format qui n'est pas transparent, avoir un fond blanc, bah, à l'inverse, nous permet d'appuyer notre logo et de dire que c'est ça qu'on veut mettre en avant. Attention, en fait, du coup, le fond blanc qu'on va utiliser, on essaie vraiment de l'utiliser pour une valeur ajoutée et pas que ça fasse kitsch. C'est-à-dire qu'effectivement, un logo avec un fond blanc qu'on va apposer sur une feuille de couleur ou sur une photo, ça peut faire un petit peu kitsch dans le sens où on n'a pas réussi à mettre notre logo comme il faut et ça ne fait pas très propre. Il y a toujours un intérêt, mais il faut voir effectivement si ça apporte on va dire, voilà, une valeur ajoutée ou quelque chose en plus. Idéalement, très souvent, on utilise le plus souvent le format qu'on appelle PNG et qui donne cette transparence-là au logo où on n'a pas de fond à ce logo-là pour pouvoir la poser sur n'importe quel élément de communication
qu'il soit blanc, de couleur ou avec une photo ou sur notre site internet, si on veut le mettre au travers de notre page, etc. Du coup, voilà, le fond transparent nous permettra d'allier pareil. Après, si effectivement vous avez un logo qui a des couleurs, différentes couleurs, et que vous voulez créer votre communication avec cette charte graphique, si votre logo est rouge et que vous créez un fond rouge, forcément rouge sur rouge, eh ben, le logo, on ne le verra pas. Donc, ce fond blanc a peut-être un intérêt à voir comment on le positionne comme il faut pour que ça rentre plutôt pas mal sur vos éléments de code. Et aussi, on a pas mal de questions qui arrivent. Est-ce que mon logo doit être déclaré à l'ANPI? Parce que là, on est en train de faire quelque chose qui est personnel et le protéger au niveau de l'INPI, ça permet de le protéger et d'éviter qu'il soit repris. Donc, est-ce qu'on doit obligatoirement déclarer son logo à l'INPI? Alors, on va le voir un tout petit peu après, mais pour répondre, devoir obligatoire, non. Rien n'est obligatoire en termes de déclaration à l'INPI. Maintenant, si vous souhaitez créer une marque forte, vous savez ou vous avez envie effectivement d'être le seul et l'unique à travailler sur ce principe-là, vous pouvez effectivement le déclarer à l'INPI. Attention, c'est un, assez compliqué et deux, très très cher. Que ce soit pour une marque, que ce soit pour un logo, que ce soit pour un brevet, une chanson, peu importe ce qu'on dépose du coup à l'INPI, tout peut être assez cher et assez compliqué dans le sens où vous allez déposer votre logo dans une catégorie. Imaginons, je prends un logo de restauration, je vais poser mon logo dans la catégorie restauration, mais dans la catégorie restauration, il y a plein de sous-catégories. Restaurant thaïlandais, restaurant de viande, restaurant de poisson, etc., etc. Donc, on va devoir choisir là où les sous-catégories dans lesquelles on souhaite déposer notre logo. Si demain, vous avez déposé votre logo dans la catégorie restaurant viande, grill, et qu'il y a un restaurant de poisson qui s'ouvre et qui veut prendre votre logo, il pourra, parce que du coup, vous ne l'avez pas déposé dans la catégorie restaurant de poisson. Donc, ça peut aller très, très loin, en fait, sur le principe de dépôt. Il faut pas, si vous avez vraiment le besoin et l'envie de faire ça, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire aider par un conseiller juridique là-dessus parce que voilà, pour se protéger au maximum, si on a ce besoin-là, c'est préférable. Donc voilà, donc nous, l'INPI, en termes de logo et en termes de nom commercial, on va plutôt s'en servir pour aller voir si justement rien n'a déjà été déposé et qu'on ne va pas piquer une bonne idée qui a déjà été faite. Donc voilà, pas d'obligation. Mais pour notre sécurité ou pour votre sécurité, si vous avez vraiment un besoin très particulier, pourquoi pas. Je continue, tu me diras s'il y a encore un petit peu des questions, mais j'avance un petit Vas-y, peu Lionel, vas-y. à la fin. Alors, assez rapidement, on a dit reconnaissable, déclinable, durable, simple. Un logo doit être compris par tout le monde et de manière assez rapide. Donc, aujourd'hui et de plus en plus, 2022, tous les logos deviennent de plus en plus simples, de plus en plus plats. On évite un petit peu les fioritures, on évite un petit peu les éléments qui n'apportent pas grand-chose. Un logo doit être lisible, évidemment. Si vous souhaitez créer un logo acronyme avec votre nom ou un logo en composé avec votre nom, on va essayer de trouver une police d'écriture qui est quand même lisible, qui est quand même percutante, facile à mémoriser et qui fait qu'on ne soit pas obligé de se pencher pendant 10 secondes sur le camion qui passe pour pouvoir comprendre le nom inscrit sur le logo. Et évidemment qu'il doit être harmonieux. On a parlé de couleurs. Il faut qu'effectivement le visuel avec le nom et les valeurs que vous voulez faire passer soit harmonieux avec les différents codes graphiques, on va dire, de votre activité et de votre identité. Évocateur, dans le sens où plus on est unique, plus on a personnalisé notre logo, plus on fait passer nos valeurs, notre message, notre identité, et plus on va s'en rappeler, en fait, et on va s'en souvenir en tant que marque. Et exportable, pourquoi pas, si vous avez déjà dans l'idée, effectivement, de travailler à l'international, pour les frontaliers, peut-être à l'extérieur, Suisse, etc. Pourquoi pas? Pourquoi on va réfléchir à ce côté exportable? C'est qu'aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure de code couleur, je vous parlais de style. Aujourd'hui, en France et en Europe, on a ce genre de sentiments, de connaissances, etc. Tandis qu'à l'extérieur, ça ne va pas être les mêmes. Dans les pays asiatiques, dans les pays Amérique du Sud, etc. Tous les codes couleurs ne veulent pas forcément dire la même chose et on peut se tromper, on peut se planter.
Aujourd'hui, chez nous, tout ce qui est sain, tout ce qui est pur, tout ce qui est propre, on va mettre le blanc en avant. Dans les pays indiens, par exemple, ça n'a rien à voir. Le blanc, au contraire, c'est sale et c'est le rouge, c'est la couleur rouge qui va être, elle, le synonyme de pureté, etc. Donc, effectivement, on va réfléchir un petit peu à où on veut aller et si on n'est pas à côté de la plaque en termes de couleur et en termes de texte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre nom d'entreprise peut devenir notre logo. Si j'ai un nom très français, à l'international, ça va être un petit peu difficile. Si je vous parle par exemple de Blablacar aujourd'hui, je suis quasiment certain qu'il y a la majorité, si ce n'est tout le monde aujourd'hui de connecté, qui ne se rappelle pas du premier nom de Blablacar, qui est une société française et qui s'appelait covoiturage.fr. Et en fait, covoiturage.fr, ça ne veut rien dire à l'international. Donc, ils ont très bien réalisé leur communication pour changer de nom. Aujourd'hui, on ne se souvient que de Blablacar parce qu'ils se sont rendus vite compte, et en fait, ils ont été un peu dépassés par les événements. Ils ont vu que ça marchait très, très bien et que ça s'exportait. Beaucoup de touristes voulaient utiliser le covoiturage.fr pour eux. Et ils se sont dit, ça ne marchera pas. Donc, ils ont fait une très, très grosse campagne de communication pour changer le nom. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien. Mais dans l'idée, c'est de réfléchir à ça avant et de se dire, est-ce que ça va fonctionner à l'extérieur? Les petits plus pour notre logo et la création de notre logo. Si on doit installer ou créer une police d'écriture, 2 polices d'écriture max. Et encore, vraiment la deuxième police d'écriture, c'est vraiment pour apporter quelque chose en plus. Et si on a un nom assez long pour apporter ça. L'extra plus, c'est ce que je dis pour rigoler un petit peu, c'est que vous puissiez créer au niveau vectoriel votre propre police d'écriture. Mais là, on rentre vraiment dans un concept de création graphique vectorielle. Et pour la plupart d'entre nous, c'est pas possible. Soit on n'a pas les outils, soit on n'a pas les compétences, soit on n'a pas les connaissances. Mais dans un monde idéal, on a notre propre police d'écriture pour personnaliser au maximum notre logo. Tout à l'heure, on parlait effectivement de format de création, PNG, JPEG, etc. Tout graphiste, si vous passez par un graphiste, doit vous créer votre logo et vous donner le fichier source qui est un fichier vectoriel. Qu'est-ce que c'est un fichier vectoriel? Tout simplement, en fait, c'est un fichier qui n'est non pixelisable, non pixelisé et non pixelisable. Ça veut dire que mon logo qui fasse 1 cm sur 1 cm sur ma carte de visite ou qui fasse 80 cm sur 1,20 m sur une affiche dans les abribus, on ne sera jamais pixelisé. On peut l'agrandir au maximum et le rétrécir au maximum tout en gardant notre définition de qualité. Donc, un format Pour faire simple, quand on est en vectoriel, par exemple, quand on dessine un trait, au niveau, quand on fait une photo, un trait, c'est une multitude de petits points. Évidemment, quand on va zoomer, si on zoome beaucoup, beaucoup, ça va devenir flou. Et quand on est en dessin vectoriel, et ben, un trait, c'est un point de départ, un point d'arrivée. Et après, on peut lui donner la taille qu'on veut. Voilà. Exactement. C'est ça. Donc, Alors, est-ce que tu peux nous donner des formats vectoriels parce qu'un professionnel peut nous faire le logo avec quel... le format vectoriel de base, c'est ce qu'on appelle le point SVG. Ça, c'est le format vectoriel de base qui peut être ouvert avec n'importe quel logiciel pour créer des logos. Après, chaque logiciel va un petit peu avoir son format. Le logiciel le plus utilisé pour créer des logos, c'est Adobe Illustrator, qui est un logiciel payant utilisé par 98% des créateurs et des graphistes. Et là, on est sur un point AI, Adobe Illustrator, mais qui peut être ouvert quand même avec beaucoup d'autres logiciels. Et après, on a le format, on va dire, compressé, mais qui est toujours vectoriel et qui peut être ouvert avec d'autres outils, qui est le format EPS, où là, on reste du coup sur la base d'un format vectoriel qu'on peut ouvrir après pour travailler sur Photoshop, sur Illustrator ou sur d'autres outils. On va être assez limité quand même en termes de logiciels déjà gratuit, ça n'existe quasiment pas pour de la création vectorielle. Et même en format payant, on va avoir effectivement, on va dire, 2 grands logiciels qui prennent le dessus. Alors, en vectoriel, en gratuit, on peut citer Inkscape, qui est le format SVG natif du logiciel. Donc, on peut faire un logo gratuitement au format vectoriel avec Inkscape. Il est quasiment le seul, à ma connaissance, en format gratuit. Voilà.
Et après, si votre infographiste vous donne un fichier au format AI et que vous ne pouvez pas l'ouvrir, pas de panique. Au contraire, s'il est au format AI, on pourra, je vais pas dire un autre professionnel pourra le rouvrir ou avec d'autres logiciels. Donc, il vaut mieux avoir un logiciel, un logo au format AI et qu'on pourra faire évoluer qu'un logo qui soit directement fait au format PNG et qu'on ne pourra pas faire évoluer. Tout Et à fait. Photo PEA, qui est une application en ligne, permet aussi de lire les fichiers AI et ensuite Bien détaillé. et ensuite éventuellement de faire des petites retouches et ensuite de les exporter au format JPEG ou PNG. Ouais, c'est ça. Photopea, du coup, qui va être le pendant gratuit de Photoshop, nous permet d'ouvrir sans aucun problème. Tu as raison. Mais on ne va pas pouvoir aller travailler, on va dire, améliorer les éléments de Tout à notre fait. logo qui ne prend pas en charge le vectoriel. Enfin, il ne prend pas en charge la création vectorielle, pardon. Alors, Euh, s'il y a une chose à retenir, il y en a plusieurs, hein, parce que tu dis plein de choses très intéressantes, Lionel, oui, mais oui, une non, mais chose très, très importante à mes yeux, si vous passez par un prestataire extérieur, si vous passez par un ami ou une connaissance, il faut qu'il vous donne les fichiers sources, les fichiers originaux, les originaux du logo, si c'est de l'Illustrator ou du SVG, pour que plus tard, vous puissiez éventuellement les remodifier, les revoir, parce que vous souhaitez faire évoluer votre charte graphique pour une raison X ou Y, mais surtout, surtout, exiger le format vectoriel quand vous passez par un professionnel. alors, mais sans même, et pour compléter Thierry, tu as tout à fait raison, sans même l'exiger, c'est en fait obligatoire. En fait. Un graphiste, aujourd'hui, 2022, n'a plus le droit de vous dire ah ben non, moi je vous donne que le PNG et le JPEG et je garde la main sur ce qu'on appelle le fichier source, le fichier vectoriel. Comme ça, si vous avez une modif à faire, vous êtes obligé de me voir pour repayer. C'est terminé. Les fichiers sources, les fichiers vectoriels sont les éléments que vous achetez à votre graphiste. Vous avez un devis, vous achetez une prestation. Cette prestation, c'est un rendu d'un fichier source. Comme ça, si demain, vous, pour X ou Y raison, vous souhaitez faire évoluer votre logo ou le récupérer pour en faire autre chose, vous n'êtes pas obligé de retourner avec le graphiste qui vous a créé. Vous pouvez aller voir n'importe qui d'autre ou vous le récupérer par vous-même et vouloir l'améliorer ou faire quelque chose par vous-même sans aucun souci. Mais effectivement, si vous faites des demandes de devis, ça se voit de moins en moins, hein, mais peut-être encore, mais dans les devis de vos graphistes, normalement, livraison des fichiers sources, c'est indiqué, c'est quasi obligatoire. Exigez-le. Voilà, exigez-le. Tout à fait. Voilà. Dans votre cahier des charges à la demande, oui, tout à fait. Et une fois qu'on vous l'a livré, vous en faites bien une sauvegarde, vous mettez ça bien au chaud, une copie sur une clé ou un CD, quoi, quelque chose déconnecté du réseau, que vous effaciez pas par erreur ou le fichier source. Donc, vous ayez bien une copie de ce fichier de départ ou ces fichiers de départ. Tout à fait. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Ça marche. On avance un petit peu. Alors, là, c'est juste pour vous donner un exemple. Euh, sur le principe, j'ai beaucoup parlé, peut-être un peu trop, peut-être je sortais un petit peu des sentiers pour vous donner une idée. Voilà un logo qui a été créé par un graphiste et où on essaye du coup de faire passer dans ce logo-là, effectivement, quelques éléments. Vous allez me dire, on voit une toque, on voit une fleur peut-être d'hibiscus, on voit derrière un cercle, etc. Normalement, en fait, les couleurs, le style, les icônes, etc., doivent vous apporter, pour ceux qui ont les mains sur le clavier, si vous voulez, dans la discussion, nous dire un petit peu ce que vous voyez là-dedans, pour voir si effectivement ce logo fonctionne. Normalement, ce logo doit vous apporter des sentiments, doit vous apporter quelques idées sur qui est ou ce que proposent les délices des Yards. Dans le nom, normalement, on essaye de trouver. Cuisine des îles, exactement. On le voit. C'est un petit peu effectivement le principe. Alors, pour ne pas traîner non plus, je vais aller en traiteur, etc. Tout à fait. Et je vous montre. Mince. Je suis allé du mauvais côté. Tac, tac. Et je vous montre là, en fait, je ne sais pas, j'espère que vous voyez tout, je pense que oui, presque. Bon, Et je vous montre là, en fait, on va dire les éléments principaux qui ont été créés et pourquoi. Donc, vous avez raison. C'est une chef qui a ouvert sa table de partage, chef à domicile, traiteur, atelier culinaire, qui vient des îles, vous avez raison, de Saint-Martin, et qui souhaitait, dans les plats qu'elle propose, du coup, mélanger, donc elle est dans le Jura,
Et elle souhaitait mélanger un petit peu les plats français jurassiens classiques avec les couleurs des îles. Donc, mélanger un petit peu, créer les choses qui sont un peu originales tout en restant dans la gastronomie française. On retrouve effectivement dans ce logo son identité à elle, le visage féminin qu'on va retrouver par les petites lignes, les mèches de cheveux qu'on va retrouver aussi sur le côté à droite et à gauche, la courbe, l'élégance et la représentation de la chef avec cette fameuse toque. Elle est restée sur un code couleur ultra minimaliste, rouge et noir. Noir pour le côté élégant, noir pour le côté chic, noir pour le côté effectivement un petit peu classe. Et le rouge, code couleur poivron rouge. Hein, on a tous les noms, toutes les couleurs ont un nom assez originaux, pardon, et qui est sympa. Et le rouge, pourquoi? Parce que ce code couleur-là, en fait, est le code couleur du rouge des îles. Vous connaissez Air Caraïbes, etc. Il y a 4 grandes couleurs qui représentent les îles. Le jaune, le vert, le bleu, le rouge. Et le code couleur du rouge, c'est celui-là. Donc, elle voulait lui mettre sa petite touche Caraïbes avec la feuille d'hibiscus et avec le rouge. Typographie, vous l'avez vu, 2 polices d'écriture, on en a parlé. Une police simple pour les délices et une police un tout petit peu plus travaillée pour Eya, qui est en fait le nom signature qu'elle va mettre en avant. On retrouve derrière, par le côté graphique un petit peu pointillé, une petite assiette, pourquoi pas. On retrouve un petit mouvement avec le rouge. On peut voir pas mal de choses, mais dans l'idée, vous l'avez compris, c'est effectivement cette représentation du traiteur des îles. Un dernier exemple, juste pour le fun. On va retrouver ici un logo un peu plus récent et par la création et par le style, un peu plus sobre aussi. Et par rapport à ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, on se rend compte tout de suite qu'on va être dans un concept un petit peu plus naturel, un petit peu plus rural, on va dire. Les délices de Lot, qu'est-ce que c'est? Bon, pareil, hein, le nom nous amène à croire qu'effectivement, ça va vendre des produits artisanaux, ce qui est exactement le cas. Et en fait, les délices de Lot, donc c'est une artisane qui s'est lancée qui vient de se lancer et qui va créer des confitures, des gelées, des confits, tout créé au naturel, tout créé en récolte sauvage dans la nature et sur la côte de Lot. En fait, c'est une petite côte dans le Jura et toutes ces récoltes sont faites à ce lieu-là. Dans son nom, on retrouve le côté géographique et on va retrouver un peu dans le même état d'esprit dans le logo, le symbole avec effectivement la feuille de pommier derrière avec 2 couleurs différentes. On est sur du vert sapin, du vert sauge. On n'ira pas plus loin pour apporter le côté nature, naturel, fraîcheur, vie saine, etc. Le côté géométrique derrière, où la feuille a été quand même travaillée pour que ça soit assez moderne et qu'on ne retrouve pas un élément un peu à l'ancienne, un peu trop cliché. Sur le visage, on va retrouver ce qu'on appelle le line art. Donc ça, c'est quelque chose qui est à la mode, qui est aujourd'hui. Le principe du line art, si vous ne le connaissez pas, c'est qu'en fait, on part d'un point A avec notre stylo, on dessine quelque chose sans jamais lever le stylo, et à la fin, on a fini de dessiner, on lève le point. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une ligne qui a une entrée, une sortie, et qui ne va pas plus loin dans le dessin. Donc ça, c'est un truc qui est assez à la mode, du coup, avec les tatoueurs, par exemple, notamment, avec les illustrateurs, etc. Et quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. Donc ça, c'était pour apporter un peu le côté moderne de son logo. Voilà. Donc Léa Lionel, tu nous as donné plein d'infos. Alors évidemment, ce webinaire, il est enregistré, il sera reproposé en replay. Ouais. Donc là, tu nous as un peu donné plein d'idées, mais moi, je voudrais savoir maintenant comment est-ce qu'on va faire ce logo, comment on va s'y prendre. Merci pour la transition, Thierry. Donc effectivement, pour créer notre logo, plusieurs possibilités. Évidemment, c'est un métier. Créer une identité visuelle, créer du vectoriel, c'est un graphiste qui va pouvoir vous créer ça. Vous êtes artisan, vous êtes entrepreneur, principalement micro-entreprise, vous avez donc multi-casquettes sur la tête et ça peut être un petit peu compliqué, mais on peut arriver à faire soi-même. Plusieurs possibilités. Alors, elles ne sont pas classées
meilleure qualité, moins bonne qualité. On va dire qu'elles sont classées dans du plus cher vers le moins cher. On peut imaginer un petit peu ça comme ça. Agence de communication. Agence de communication, un groupe implanté, pignon sur rue, où il y a plusieurs personnes qui travaillent. Vous allez avoir un graphiste, un web designer, un chargé de relations publiques, un chargé de clientèle. Et une agence de communication va principalement vous accompagner dans l'intégralité de votre communication, dans la création de votre logo évidemment, dans la création de vos outils, dans la création du site internet, dans votre communication, dans votre publicité, dans votre marketing. Donc on va dire qu'effectivement l'agence de communication, si on pense s'orienter vers eux, c'est pour avoir déjà effectivement un ensemble sur une communication et donc une petite ligne de budget assez conséquente. On peut avoir ce qu'on appelle des designers, des freelance, des graphistes freelance, où là, effectivement, on n'aura que le graphiste qui va vous apporter toutes les créations possibles. D'abord le logo, la charte graphique, puis peut-être les cartes de visite, les flyers, les brochures. On peut aller assez loin dans la création. Lui, il est tout seul, il est chez lui, il n'a pas de local. Donc, s'il n'a pas de local, ça veut dire pas de charge. Il n'a pas d'employé. Donc, s'il n'a pas d'employé, ça veut dire pas de salaire, pas de charge. Donc, normalement, le devis par un freelance devrait être bien évidemment moins conséquent, moins cher qu'une agence de communication. On va retrouver les artistes graphistes qui sont également des graphistes en freelance. C'est juste le principe du statut qui diffère. Des freelance graphistes vont être enregistrés en micro-entreprise ou en entreprise, à l'URSSAF ou à la chambre de métier, tandis qu'un artiste, lui, est sur un statut d'artiste. Pourquoi c'est important? C'est qu'en fait, les charges du statut d'artiste sont bien moindres que les charges de la micro-entreprise. Elles sont quasiment 2 fois moins importantes. Mais nous, ça nous intéresse. Pourquoi? Ça nous intéresse parce qu'en fait, du coup, forcément, normalement, le devis devrait être aussi un petit peu moins cher si on passe par un artiste. On peut avoir des étudiants en design. Donc là, effectivement, si on a des connaissances, des amis ou des enfants d'amis, des copains qui travaillent, qui font des études en communication graphique, pourquoi pas? Soit ça peut être sympa pour eux de s'amuser à faire, ou soit ça peut devenir un vrai projet professionnel dans le cadre de ces études. Mais dans ce cas-là, et très souvent, les projets professionnels, on commence en octobre et on termine en mai-juin. Donc, ça veut dire qu'on a quand même du temps pour créer sa communication, son identité visuelle avec un étudiant. Certes, ça peut être complètement gratuit, mais ça peut être assez long si on décide de rentrer dans le principe d'une année scolaire. Le petit cousin qui Photoshop un petit peu, on le connaît. Si ce n'est pas le cousin, c'est peut-être le voisin. Si ce n'est pas le voisin, c'est peut-être le petit frère. En tout cas, effectivement, aujourd'hui, on a peut-être dans nos connaissances quelqu'un qui peut s'amuser contre un petit repas, contre une petite bouteille, à nous créer, à nous imaginer un logo. Et après, sur la version Internet, on va avoir ce qu'on appelle le crowdsourcing. Qu'est-ce que c'est le crowdsourcing? C'est en fait des plateformes où sont connectés, enregistrés des graphistes. Et vous, en tant que client, vous allez sur cette plateforme, vous dites, ben voilà, moi je lance mon entreprise, je suis boulanger, je lance ma boulangerie, je veux un logo moderne, avec telle valeur, avec telle passion, tel sentiment, tout ce qu'on a dit un petit peu avant, vous le transmettez. Vous dites, j'ai un budget de temps, imaginons que j'ai un budget de 200 euros, et tous les graphistes connectés vont recevoir l'offre, vont répondre ceux qui sont intéressés. Imaginons, on a 10 réponses, 10 personnes sont intéressées, très bien. Vous recevez donc 10 logos différents. Vous choisissez le logo qui vous plaît le plus et vous payez ces 200 euros-là uniquement à celui qui vous plaît le plus. Les 9 autres, tant pis pour eux, du coup, ils n'ont pas répondu. Avantage, on a une possibilité de choix, ça peut être intéressant. Inconvénient, lorsque vous avez payé le logo et que vous récupérez le logo, c'est le logo tel quel. S'il y a des petites modifs à faire, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le détail, etc., soit ce n'est pas possible, ou soit il va falloir aligner un petit peu plus d'argent pour détailler. Et enfin, et ça va être la continuité de notre webinaire d'aujourd'hui, créer son logo par soi-même. On peut aujourd'hui réussir, avec certains outils, à créer son logo par soi-même, tout seul. Alors, avant que tu nous dévoiles Canva, j'avais une question. Combien ça coûte à peu près de créer son logo? Allez, je vais essayer de répondre. Je vais dire, ça dépend. Ça dépend de ce que j'attends du logo, de la complexité. Et surtout, est-ce que je veux un logo uniquement pour mettre sur ma carte de visite? Ou est-ce que je voudrais un logo et toute la charte graphique qui va avec parce que je voudrais l'insérer dans mon site internet ou pour faire le flyer avec ou la carte de visite, la plaquette. Donc ça, c'est à vous de bien définir en amont
qu'est-ce que vous voulez, comment ça va être décliné pour qu'on ait une offre la plus adaptée. Voilà. Donc, je ne vais pas te donner de prix en ligne. C'est à vous d'aller voir des entreprises et en fonction de votre besoin. Et puis aussi, comme tu dis tout à l'heure, de dire, voilà, moi, j'ai un budget de temps pour faire le logo. Et ben, la personne vous dira, bah, moi, ça, c'est possible de vous faire quelque chose ou ben, désolé, à ce prix-là, je ne peux pas vous faire quelque chose de qualité. Après, sans donner un prix, moi je vais me permettre du coup, mais effectivement, c'est assez aléatoire. Le graphisme et on va dire le taux horaire du graphisme est encore pas forcément fixé dans le sens où on paye la qualité du graphisme, on paye le style, on paye peut-être l'historique, on paye pas mal de choses. Quand aujourd'hui, on sait que dans le BTP, dans le bâtiment, on est sur une grosse moyenne de 50 euros de l'heure en termes de main-d'œuvre. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément encore fixé pour les graphistes. Par contre, pour répondre assez large, j'ai vu, est-ce qu'on parle d'artistes, est-ce qu'on parle d'agences de communication? Pour vous donner effectivement une idée, un ordre d'idée vraiment, en agence de communication, là, je vais parler moi uniquement en termes de charte graphique, tout comprise. Logo, les codes couleurs, la déclinaison des logos, en petit, en grand, en moyen, la déclinaison en noir et blanc, etc. Vraiment l'ensemble complet de la charte graphique. Ça peut être aux alentours de 800 000 euros, enfin, entre 800 et 1000 euros, pardon, par une agence de communication, qui commence à être un beau budget déjà. Quand on tombe sur un freelance, un graphiste freelance, là, pour le coup, et par expérience, on va plutôt tourner autour des 500, 600 euros, grand maximum sur un freelance. Après, le détail de l'artiste graphiste, par exemple, du coup, va être peut-être un petit peu en dessous, mais guère plus. Donc, ça Donc peut là, tourner autour de ça. Attention, je vous donne des estimations. Thierry a bien raison. ouais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller voilà, voir les artistes, les graphistes, les agences de com pour vraiment cibler au maximum vos besoins et vos envies. Si on parle d'une création logo, juste un logo tout simple, avec un JPEG sans vectoriel, etc., ça peut être entre 50 et 80 euros s'il n'y a qu'une heure de travail sur de la création, par exemple. Euh, mais voilà. Alors là, tu as affolé un petit peu les foules Ouais. en donnant des prix très élevés, mais est-ce que tu n'aurais pas quelque chose qui coûterait beaucoup, beaucoup moins cher? Mais oui, Thierry, on peut le faire gratuitement si on veut. Regarde. Ah, merci. Mais oui, alors attention, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, créer un logo avec des outils et des logiciels vectoriels, un, c'est compliqué, il faut avoir des compétences, et deux, les logiciels vectoriels, on n'en trouve pas beaucoup en mode gratuit. Donc, on a effectivement Inkscape, pardon, qui est pour moi le seul et l'unique à ma connaissance gratuit, mais surtout gratuit compétent, hein, du coup, qui nous amène un petit truc sympa. Sinon, on va retomber forcément sur la suite Adobe Illustrator. Et Adobe Illustrator, qui est un outil quand même bien utilisé par les professionnels, on est sur un forfait entre 60 et 80 euros par mois, je crois, d'abonnement pour avoir Illustrator, qui fait que du coup, il faut quand même l'utiliser souvent pour le rentabiliser. Et nous, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, bien qu'il en existe plein d'autres, mais ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est d'utiliser un outil qu'on aime bien, nous, à la Chambre de métier, parce qu'il est quand même assez complet sur pas mal de choses, et notamment sur la création de logos, qui est Canva. Canva, vous en avez peut-être déjà entendu parler, on a déjà fait des webinaires là-dessus, on a déjà fait des formations là-dessus, et c'est un petit outil qui monte en flèche, qui se développe, qui met pas mal de mises à jour, qui accompagne quasiment de A à Z sur de la création gratuite. Donc, c'est effectivement un outil de créa. Internet, hein, ce n'est pas un logiciel à installer, donc c'est bien canva.com. Il faut donc avoir un bon réseau Internet pour pouvoir y accéder, où on n'aura pas forcément besoin de connaissances graphiques dans le sens où on ne va pas créer des éléments, mais on va aller récupérer des éléments existants dans leur banque de données, dans leur banque d'images, pour pouvoir, on va dire, construire notre identité visuelle, notre logo, avec des éléments donnés. Beaucoup de modèles existants. Je fais toujours la comparaison d'une création, d'une communication avec l'immobilier, dans le sens où lorsque vous allez acheter un appartement ou lorsque vous voulez construire, c'est super difficile de visualiser, de se projeter si rien n'est meublé, si on ne voit rien, s'il n'y a pas de photos. C'est très compliqué. Par contre, si on vous montre un modèle, si on vous dit, bah voilà, regardez, là, l'appartement, quand il va être construit, vous pouvez mettre votre canapé ici, vous pouvez mettre votre meuble télé ici, tout de suite, on va arriver mieux à se projeter. Bah, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que là, si vous voyez des modèles de logos,
si vous voyez des styles de logos, eh ben, vous allez réussir à vous projeter sur le style un peu haut de gamme, sur le style un petit peu rustique, nature, sur le style un petit peu girly, féminin. On va réussir un peu plus à se projeter et à récupérer les bonnes idées, récupérer le style pour pouvoir le personnaliser au maximum. Canva est un outil qui est gratuit, j'allais dire entièrement, mais c'est faux. C'est un outil qui est gratuit de base. On va pouvoir récupérer et créer pas mal de choses en gratuit. Dès qu'on va vouloir aller un petit peu plus loin, soit par des éléments un petit peu plus personnalisés, soit par un format, et on le verra après, un petit peu plus pointu. Là, il y aura deux possibilités. Soit on passe sur la formule d'abonnement premium qui est de 10 à 11 euros par mois, avec le premier mois gratuit. Donc, la petite astuce, c'est de travailler au maximum en mode gratuit. Lorsqu'on a fini de prendre l'abonnement à 11 euros avec le premier mois gratuit, on a un mois pour tout récupérer, tout finaliser, tout télécharger. Et à la fin ou avant les un mois, on annule l'abonnement. Et puis, voilà, on ne s'est pas fait avoir et puis on arrive à récupérer ce qu'on veut quasiment gratuitement. Ou sinon, des petits éléments. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez récupérer, je ne sais pas, un logo, faire votre tâche, tout ça, et vous n'avez pas fait attention quand vous allez vouloir télécharger, il vous dit bah, c'est 1 euro ou 2 euros. Et en fait, c'est qu'il y a des petits éléments à l'intérieur qui sont payants pour 1 euro, 50 centimes, 2 euros, etc. Et là, ce n'est pas d'abonnement, c'est juste à la pièce. Ben là, nous, on va juste se dire, est-ce que le petit élément qui me plaît vachement bien et qui amène vraiment le côté un peu voilà, de la valeur que je veux faire passer, est-ce que pour un logo, je ne vais pas peut-être mettre 1 euro ou 2 euros? On va réfléchir et pourquoi pas. Pour notre activité, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer sur Canva? Je l'ai dit, logo, tous nos outils de présentation, les lettres, les factures, nos en-têtes, nos cartes de visite, tous nos flyers. Vous irez par curiosité pour ceux qui ne connaissent pas sur canva.com et vous verrez que tout est rangé dans des catégories et c'est assez sympa. Et il y a notamment toute la partie réseaux sociaux qui est super intéressante, qui vous permet en fait de créer toute votre charte graphique du logo sur tous vos éléments de communication à imprimer, hein, ce qu'on appelle des éléments print, et puis après sur la version numérique avec vos réseaux sociaux. C'est-à-dire que sur Canva est programmé et spécifié du coup Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, et vous pouvez créer tous les éléments que vous voulez mettre sur vos réseaux sociaux depuis Canva, qui vont apporter un peu de fraîcheur, qui vont apporter un peu de couleur, qui vont apporter un peu de modernité, et que vous pourrez après du coup diffuser sur vos réseaux sociaux. Et Canva permet aussi de faire des supports à la taille, des grandes tailles. Là, tu as parlé des réseaux sociaux, on est plutôt sur des petites tailles en termes informatiques. Mais pour concrètement l'avoir utilisé, on avait fait des affiches au format A3, voire même A1, donc des grandes tailles. Et c'est des supports qui sont même parus dans la presse, après la presse régionale dans les journaux. Donc même en qualité d'impression, on peut avoir des outils, produire des visuels de bonne qualité au sens graphisme, au sens que ça pixelise pas. Donc on peut bien utiliser Canva, on peut faire des chouettes trucs avec cet outil pour l'entreprise. Exactement. Après, attention, Canva est aussi imprimeur, donc il va vous proposer, si vous voulez faire vos cartes de visite, vos flyers, etc., il va vous proposer d'imprimer directement depuis chez eux. Pour une question de facilité, pourquoi pas? En termes de prix, si on est tout à fait honnête, ils ne sont pas les mieux placés en termes de prix d'impression. C'est très cher. C'est voilà, très cher. peut-être aller comparer un petit peu ailleurs si on fait de l'impression via Internet. Peut-être aller comparer ailleurs, Vistaprint, HelloPrint, Print O'Clock, qui sont d'autres imprimeurs en ligne qui n'ont pas la même capacité à nous proposer de la création graphique que Canva, mais qui sont un peu mieux placés en termes de prix. Donc, pas hésiter, on va dire, à différencier la création et l'impression pour faire le max d'économie, hein, du coup. Parce que l'argent que tu dans la création, ce serait dommage de le mettre dans l'impression. Et Canva permet aussi d'exporter les fichiers avec les repères de coupe. Donc pour ceux qui connaissent, c'est des informations qui sont utiles pour les imprimeurs. Et ces fichiers sont directement réutilisables par les imprimeurs. Vous pouvez même aller voir votre imprimeur local, des imprimes-verts qui sont dans votre département. Tout à fait, c'est vrai. Sur le principe, comment ça fonctionne? On télécharge l'application parce qu'il y a une application smartphone, donc on peut aussi réaliser tout ça via nos téléphones
Si on est né avec un téléphone dans la main et qu'on maîtrise le scroll, aucun problème. Attention, sur un écran de téléphone, c'est quand même un peu moins pratique que sur un ordi. On télécharge l'appli ou on se connecte à canva.com sur l'ordinateur. On va créer un compte, évidemment, comme la plupart maintenant des outils Internet, il faut créer un compte, soit avec votre adresse email, soit avec votre compte Facebook, soit avec votre compte Google. Maintenant, il y a plusieurs possibilités. Et une fois qu'on a créé ce compte-là, eh ben, on se balade sur Canva et on va aller créer notre design. Et on va chercher. Il y a une catégorie logo. Il n'y a pas plus simple. On va aller donc dans la catégorie logo. On va avoir du coup ce qu'on appelle l'éditeur qui va s'ouvrir devant nous avec notre menu à gauche sur tout ce qui est possible de faire et puis la créa à droite. On va pouvoir retrouver. Donc, en fait, voilà, création de logo, définition de la taille, définition des couleurs, choix de la police d'écriture. Vous avez la possibilité, évidemment, d'importer vos propres éléments. On parle de photos, mais on parle d'éléments. Si vous avez trouvé ailleurs sur un autre site un visuel, un icône, voilà, quelque chose qui vous plaît beaucoup, vous pouvez l'importer sur Canva pour l'associer à votre logo. Et effectivement, deux possibilités. Soit on part d'une page blanche, comme je le disais, si on a un esprit de créateur et si on arrive à se projeter pour créer, ou soit on part d'un modèle qu'on va pouvoir effectivement améliorer. Par exemple, le modèle ici qu'on a trouvé assez simple, qu'on peut, vous voyez, très facilement et très sobrement retravailler pour nous. On a changé sur la petite couronne, on a changé la couleur. On a changé la police d'écriture, on a changé évidemment l'écriture, on a changé le fond. Vous voyez qu'en fait, tous les éléments que vous allez récupérer sont modifiables, on va dire, dans le style, pas dans le point et pas dans la création. On va s'arrêter là en termes de créa, on va juste pouvoir effectivement associer différents éléments, le changer de couleur, le changer de style pour apporter autre chose. Et voir ce que ça donne. Je vous parlais tout à l'heure du mode éditeur. Voilà à quoi il ressemble lorsque vous êtes sur Canva. Vous avez à gauche votre petit menu où vous voyez vos différents onglets, les modèles préexistants avec votre petite barre de recherche, rechercher des modèles. N'hésitez pas. Dans un premier temps, vous allez avoir les modèles, on va dire, les plus choisis, les plus à la mode, etc. Mais si vous cherchez quelque chose de particulier, n'hésitez pas à taper dans la barre de recherche. Nature, boulangerie, menuiserie. Peut-être qu'effectivement, vous allez retrouver des choses que là, on ne va pas retrouver. Donc, on voit déjà qu'ils sont déjà catégorisés, logo d'hôpital, etc., etc. On peut retrouver pas mal de choses. Sur le deuxième onglet éléments, c'est là où effectivement, on va pouvoir ajouter tous nos fameux éléments, nos icônes, nos visuels, nos flèches, nos tirets, nos carrés. On va pouvoir essayer d'aller voir un petit peu tout ce qu'on peut avoir à améliorer, à ajouter pour notre logo. On va pouvoir, avec l'onglet importer, aller récupérer du coup nos éléments à nous, nos visuels, nos photos, voilà, apporter notre touche à nous et le mettre sur notre propre logo. Texte, évidemment, si on veut ajouter du texte modifié qu'on pourra retrouver dans plusieurs polices d'écriture différentes. Le petit hic ou le petit couac avec Canva, c'est qu'on va être obligé d'utiliser exclusivement les polices d'écriture de Canva. Si on a trouvé une police d'écriture gratuite sur dafon.com, par exemple, qui vous plaît beaucoup, malheureusement, vous pourrez l'installer sur votre ordinateur, mais on ne pourra pas l'installer sur Canva et l'utiliser, c'est le petit hic. C'est un logiciel qui est ouvert sur le principe de création, mais qui reste fermé à Canva dans le sens où on ne va pas pouvoir apporter des éléments autres que ce que Canva vous propose. Vous le voyez ici, lorsqu'on est effectivement dans on va dire la personnalisation de nos icônes, de nos éléments, on va pouvoir changer les couleurs. Vous le voyez ici, les couleurs du document, il y a du bleu, du vert, du jaune sur chacun des éléments. Et ben moi, si je veux, je change l'intégralité de mes couleurs. Et outre choisir des couleurs par défaut, vous pouvez ajouter vos propres couleurs. Là, par contre, les couleurs ont tous, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec Poivron Rouge, un nom et un code unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le code couleur de Poivron Rouge, je ne me rappelle pas de tête, excusez-moi, mais son code couleur, ça va être 232BF6. Et c'est exactement le code couleur. Et vous pourrez effectivement l'ajouter ici. Donc, si vous avez déjà une idée de couleur ou un style de couleur ou un code couleur qui vous représente, on va pouvoir venir ici l'ajouter sans aucun problème. Changer la police d'écriture en plus des couleurs, ajouter des éléments, supprimer des éléments, importer. Voilà, je vous l'ai décrit un petit peu trop tôt, c'est ici que ça va se jouer.
On va avoir plusieurs styles, plusieurs catégories de création. On a parlé des logos tout à l'heure. Je vous propose très rapidement le côté réseaux sociaux parce que ça peut être intéressant. Vous allez avoir aussi la catégorie publication Facebook où vous allez retrouver un peu la même chose, des modèles avec différents thèmes que vous allez pouvoir modifier par la couleur, par le style, par les éléments, par la police d'écriture et en fait personnaliser au maximum. Ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais c'était pour vous montrer qu'on peut aller dans la création de notre identité visuelle quasiment de A à Z pour l'intégralité de nos outils de communication, print et numérique. On le Alors, voit ici. je reviens Ouais. juste avant sur Facebook, quand tu as évoqué Facebook, qu'on soit sur Facebook, qu'on soit sur Instagram, il y a des formats particuliers, des dimensions particulières du visuel, et on s'est tous retrouvés devant la page blanche ou le logo qui est coupé, qui est pas recoupé. Et un avantage de Canva, c'est au démarrage, quand on va lui dire je suis en train de créer ma publication Facebook ou le bandeau en haut de Facebook, il va directement vous mettre l'espace de travail à la bonne dimension et vous savez que ce qui est à l'écran, c'est ce qui sera affiché sur votre publication. Donc, c'est aussi un assistant en termes de dimension, hormis tout ce que tu as expliqué sur l'assistant graphique pour générer le visuel. C'est ça, c'est-à-dire que souvent sur Facebook, Instagram, il a raison, Thierry, des fois, nos photos elles sont coupées ou on ne les voit pas comme il faut parce que tous les modèles et les tailles sont différentes. Canva, lui, va nous programmer, nous prédéfinir déjà toutes les tailles et on n'a pas à réfléchir à ça et c'est effectivement une très bonne chose. Et pareil, une petite astuce aussi qu'on va avoir avec Canva, c'est que tiens, typiquement, tu es en train de nous faire une publication, donc là, avant-après, tu vas expliquer, mais si je veux que, par exemple, les éléments s'affichent progressivement sur mon visuel parce que je veux le publier par exemple, sur Facebook, et Canva pourra vous faire une petite animation, une petite vidéo. On voit les éléments s'afficher les uns après les autres. Donc, ça peut créer aussi une animation et attirer encore plus l'œil des prospects, des clients. Exactement, c'est ça. C'est qu'on va pouvoir créer du visuel fixe et Canva nous propose effectivement de réaliser après du MP4, du format vidéo avec des animations pour apporter un petit peu plus. On sait qu'aujourd'hui, l'évolution fait qu'on est beaucoup plus attiré par le côté vidéo, donc pourquoi pas suivre ça. Là, vous le voyez, c'est un autre exemple d'un avant-après, d'un modèle existant. On peut transformer à notre guise, police d'écriture, style, couleur, texte, etc., etc. Mince, j'ai perdu la main. Tac, tac. Voilà, publier directement sur les réseaux sociaux, on l'a vu, on peut télécharger, on peut publier sur la page Facebook, Twitter, enfin, tout est intégré sans aucun problème pour toutes nos publications réseaux sociaux en direct et gratuitement pour tout ça. Alors, j'aurais une petite astuce à vous donner sur Canva. Si vous décidez de faire votre logo, il va vous proposer au démarrage de faire le logo. Il va vous faire le logo, je ne vais pas dire au format timbre-poste, mais un format assez petit. Et si jamais vous vouliez mettre votre logo sur un grand encart 4x3, le logo va être pixelisé. Donc, ce que je vous invite, c'est lorsque vous allez créer votre logo, au tout début, on va pouvoir définir la dimension du format. Et moi, je conseille aux entreprises de faire le format le plus grand possible, c'est-à-dire 1 mètre par 1 mètre, si vous avez la main, pour personnaliser aussi les dimensions de votre logo. Et après, vous allez avoir un logo qui sera de très grande taille. On pourra bien sûr le réduire, mais il ne sera pas flou lorsqu'on devra le mettre sur des grands visuels ou sur des supports imprimables en haute définition. Exact. Et pour répondre aux questions, je les ai vues passer avant de terminer et de passer aux questions-réponses du coup. Donc effectivement, sur Canva, chaque création est enregistrée sur votre compte. Vous pourrez donc retourner quand vous en avez envie sur chacun de vos designs pour les retravailler, pour les récupérer, les dupliquer pour en faire autre chose. Vous pouvez tout partager avec d'autres personnes, c'est-à-dire que vous pouvez dire si vous êtes dans une entreprise multi-employée, donner des accès en fait à plusieurs personnes pour aller travailler sur un même projet. Et après, ça va être effectivement en termes de téléchargement. De travailler, de créer, c'est bien beau, mais comment on récupère après ces fameux formats JPEG, PNG, etc. Pour les formats classiques, PNG, JPEG, GIF, PDF, etc., c'est tout gratuit. On télécharge sans aucun problème, sauf si, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un petit élément qui coûte 1 euro ou 2 euros, mais sinon, tout est gratuit. La question qu'on m'a posée, c'est est-ce que Canva fait du vectoriel? Oui, Canva fait du vectoriel, mais là,
on passe sur un format payant. Ils ne sont pas bêtes. Donc, effectivement, si on veut télécharger le format vectoriel, Canva nous demande de nous engager sur un abonnement chez eux pour pouvoir récupérer ça. Et donc, c'est peut-être cette petite astuce que je vous ai donnée tout à l'heure pour se dire, tiens, le format vectoriel, j'en ai besoin. Et peut-être que je vais effectivement faire cette petite astuce de m'abonner avec le premier mois gratuit et puis de tout récupérer et puis après d'arrêter cet abonnement pour pouvoir récupérer ce format vectoriel. Avant ça, on réfléchit. Un format vectoriel est évidemment intéressant, comme on vous l'a expliqué, pour la qualité, etc., etc. Si nous, on est sur un format Internet, on est sur un format carte de visite, flyer, etc., on va dire sur un format petit, classique, peut-être que notre format JPEG, qui est déjà en haute définition, pourra nous suffire. Et on n'est pas obligé, effectivement, d'aller chercher ou payer le vectoriel. C'est cette réflexion à avoir. On n'oublie pas quand même qu'aujourd'hui, de plus en plus, on numérise. Site Internet, réseaux sociaux, notre communication se fait de plus en plus là. On n'oublie pas quand même, si je parle un petit peu avec des termes professionnels, une qualité excellente en impression. On est sur ce qu'on appelle du 300 dpi, du 300 pixels par pouce. Sur un écran d'ordinateur, on est sur du 72. Ça veut dire qu'en fait, même si vous faites une qualité au top du top, ça ne changera pas grand-chose si on le regarde sur un écran d'ordinateur et encore moins, vous imaginez, sur un écran de téléphone. Donc, bonne qualité, oui. Est-ce que le vectoriel est forcément nécessaire pour notre communication? Eh ben, c'est à nous de réfléchir. Est-ce que moi, je vais faire des grandes affiches? Est-ce que moi, je vais faire du A3, du A2, du A1? Est-ce que je vais mettre des stickers sur ma vitrine qui vont être assez sympas ou sur la voiture? Et c'est là où on va réfléchir à récupérer ce vectoriel ou pas. Pour ma part, notre petite présentation logo et charte graphique, comment commencer son identité visuelle est terminée. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. On a 5-10 minutes si vous souhaitez faire partager. Une fois qu'on l'a créé sur le logo sur Canva, on ne peut plus modifier la taille. Non, faux, on peut toujours modifier sans aucun problème. C'est juste un petit peu compliqué, donc c'est pas forcément. C'est peut-être de repasser quand je suis parti d'un format Facebook et après je veux faire une affiche mettons A3. Le transfert de dimension du visuel n'est pas possible avec la version gratuite. Elle est possible avec la version payante, comme une petite astuce que vous a donné Lionel. Ou alors, si vous voulez pas payer, si c'est pas trop compliqué, vous refaites de A à Z. Mais ça, c'est moi le conseil que je donne toujours, c'est faites le format le plus grand possible au départ et après on pourra réduire. Plutôt que partir de la publication Facebook en vue de faire l'affiche au format 1, faites toujours l'inverse. Du plus grand vers le plus petit, exactement. Voilà. J'utilise déjà Canva quand je vais, par exemple, dans l'onglet Créa Publi, police d'écriture. Ben non. Alors, pour répondre à Océane, normalement, un nom d'une police d'écriture a le même nom. Donc, c'est étonnant. C'est-à-dire que la police Arial est la même police sur n'importe quelle publication ou n'importe quel paramétrage. Alors, est-ce que c'est une police, parce que des fois, on a par exemple Arial Light, Arial Black, Arial Italique. Est-ce que c'est une police avec un style différent? Mais normalement, une police d'écriture reste la même. Elle a un nom et elle n'est pas censée bouger. Normalement, c'est étonnant. Voilà pour votre question dans la discussion. Alors, sur Canva, tu nous as donné un petit peu fait découvrir cet outil pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Il faut savoir qu'au niveau de la chambre de métier, on organise des formations sur Canva et il y en a une qui est prévue début décembre et qui sera organisée sous forme de demi-journée en visio. En visioconférence, donc vous serez chez vous et ça dure 2 demi-journées et vous créez votre logo. On verra pour créer son logo, des visuels avec Canva, de vous faire découvrir l'outil. Exactement. Et pour compléter un peu cette fin de visio, Thierry, je te laisse la main si tu veux. Eh bien, au niveau de la chambre de métier, on ne vous laisse pas tout seul. Lionel, vous avez présenté plein de choses, mais on peut vous accompagner au quotidien. Alors, on peut vous accompagner gratuitement. Pourquoi c'est gratuit? Parce que nous sommes financés par l'État, par la région, pour animer un programme dédié au numérique pour les entreprises artisanales. On peut vous accompagner de plusieurs manières, notamment ça peut être un diagnostic numérique de l'entreprise, c'est de se poser, c'est de faire l'état des lieux,
de quoi j'ai besoin, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, et de définir ensemble par exemple, un plan de communication où typiquement, comme l'a expliqué Lionel, j'ai besoin de faire un logo. Est-ce que je le fais moi-même? Est-ce que je pars à un prestataire? Qu'est-ce que j'attends du logo? Pourquoi faire? Pour mettre où? Et tout ça, on peut vous accompagner de se poser. Ensuite, pour passer dans la réalisation, on peut aussi vous accompagner sur la création de site internet. Avant de se lancer dans un site, est-ce que je veux un site de vente en ligne? Quel message je veux faire passer? Est-ce que je veux le faire moi-même? Est-ce que je veux passer par un prestataire? Qu'est-ce que je veux mettre dans mon site? Eh ben, on peut vous accompagner pour réaliser le site internet. On a aussi des formations pour créer des sites internet au niveau de la chambre de métier, mais pas que. Il y a d'autres formations. Je vous ai parlé de Canva, ça peut être aussi trucs et astuces, Word, Excel. On a un catalogue de formations qui est à votre disposition. Si vous avez fait votre site internet, on peut vous proposer un audit. Donc, c'est de faire un peu le point du site internet, regarder un petit peu en termes graphisme, en termes de fonctionnalité, de conformité par rapport à la réglementation RGPD, mention légale, mais aussi de faire un audit sur la fréquentation du site. Et il y a des outils gratuits qui permettent de suivre la fréquentation d'un site internet. On ne va pas développer cette partie-là aujourd'hui parce que ça fait l'objet d'un webinaire cette semaine sur suivre la fréquentation de son site internet. On peut vous accompagner sur la signature électronique. Le SIV, c'est le mot barbare, hein, système d'immatriculation des voitures, c'est pour les garages. Si vous souhaitez répondre à des marchés publics, on est obligé d'avoir un certificat électronique et on peut vous accompagner pour obtenir cette signature électronique. Donc, ces accompagnements qu'on vous propose sous forme d'une journée ou d'une demi-journée, hein, en fait, c'est un petit peu à la carte. C'est des choses qui sont gratuites. Et on a listé quelques points avec Lionel, mais il y a 3 petits points. C'est par exemple, vous vous lancez dans la création de site internet, réserver son nom de domaine. Quel nom je vais choisir? Où est-ce que je peux l'obtenir? Je veux me lancer sur les réseaux sociaux. On a parlé de Facebook, on aurait pu parler d'Instagram, de créer une marketplace. Euh, Faire un logo, faire de la communication, oui, mais il faudra peut-être le faire savoir. Comment est-ce qu'on peut créer un fichier clientèle? Comment est-ce qu'on peut communiquer avec ses clients avec des outils encore gratuits? Par exemple, on a un outil qui s'appelle Sendinblue qui permet d'envoyer 300 mails gratuitement. Mais pour envoyer un mail, il faut les mails. Et donc, là, on peut vous accompagner pour créer ce fichier clientèle. Vous accompagner sur le RGPD, le règlement général sur la protection des données personnelles, mais ça peut être aussi de la prise en main sur d'outils spécifiques. Tout à l'heure, j'ai parlé de signature électronique, mais ça peut être Chorus Pro pour ceux qui travaillent avec des collectivités au service de l'État qui doivent déposer leurs factures sur une plateforme qui s'appelle Chorus Pro pour être payés. Voilà, tout un tas d'accompagnements à la carte. Le plus simple, c'est vous appelez le correspondant ou le référent numérique de votre département. Si vous ne savez pas qui c'est pas grave. Vous répondez au mail, on vous envoyez l'inscription pour assister à ce webinaire. Et avec Lionel ou moi, si on reçoit le mail et que ce n'est pas notre département, on retransmettra la personne à notre collègue compétent. Et voire même, on peut intervenir en binôme ou se répartir les contacts en fonction de nos compétences, de nos compétences et de nos disponibilités. On vous accompagne aussi sur le développement durable. Pareil, de l'accompagnement gratuit. On est aidé par l'État, par la région, l'ADEME. Ça peut concerner les visites énergie, la visite déchets, des visites sur la gestion des déchets. Je dirais un sujet d'actualité. Les entreprises subissent des hausses et les particuliers d'énergie très importantes. Donc, on peut vous accompagner pour comprendre vos factures et choisir des forfaits ou des abonnements adaptés à votre activité. On lance des actions sur le développement durable, la marque Réparacteur. Voilà, donc ça fait l'objet d'une communication spécifique. Ce logo a notamment été relooké il y a un an pour mieux répondre à la demande et de faire passer un message. Vous voyez, vous avez un logo avec un message qui doit être compréhensible, notamment pour tout le monde. Donc, on vous accompagne sur le développement durable. On a aussi des opérations, par exemple, sur le réemploi, une bourse aux matériaux qu'on lance à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. On peut aussi, la chambre de métier, vous accompagner sur les aides en termes de conseils, d'investissement et de projets en développement. Et on fait aussi des diagnostics sur le développement durable, comme pour l'environnement, c'est sur se positionner. On va passer un petit peu vite parce que c'est des choses que vous devez connaître, que vous avez déjà entendu parler, mais sur le développement, on propose aussi du coaching sur les activités. Ça permet de faire le point, de regarder un peu son chiffre d'affaires, de regarder sa trésorerie, et notamment si vous avez des projets de développement. Ça peut être aussi du coaching si l'entreprise se pose des questions ou si elle rencontre des difficultés temporairement. On peut vous accompagner aussi sur des aides
pour la recherche d'aide financière. On peut vous accompagner aussi sur la transmission reprise d'entreprise lorsque on s'adresse aussi bien aux cédants qu'aux repreneurs pour accompagner les entreprises dans leur vie. On accompagne l'entreprise tout au long de la vie de l'entreprise. Bon, après, on a aussi des actions qui menaient sur les plans de relance liés à la sortie de crise. Là, pareil, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Contactez-nous le plus en amont possible et on peut voir avec vous des collègues du service économique. Donc là, c'est plus ma partie ni celle de Lionel, mais des collègues sont là pour vous accompagner pour les entreprises qui pourraient rencontrer des difficultés passagères. Et on peut vous renvoyer après vers des numéros uniques, notamment pour ce qui est mis en place par les services de l'URSSAF et autres. Donc surtout, n'attendez pas. Et le plus important, c'est de contacter un conseiller de la chambre de métier. Vous avez le référent dans chaque département. Vous avez le téléphone, le mail. Même si ce n'est pas une question qui concerne le numérique, vous écrivez à cette personne-là et elle sera à même de redispatcher, de renvoyer vers le bon contact dans sa délégation, dans son département. Et si vous voulez suivre d'autres webinaires, si vous n'êtes pas inscrit pour les prochains webinaires de cette semaine, vous allez sur artisan-bfc.fr/numérique et vous allez pouvoir vous inscrire sur tous les prochains webinaires. Et courant semaine prochaine ou dans les 15 jours, on mettra sur notre site internet les replays de tous les webinaires qui ont été enregistrés pendant cette semaine. Voilà. Et pour répondre aux questions, alors toutes les formations dont vous a parlé Thierry tout à l'heure, on peut toutes les retrouver sur notre site internet, sur la plateforme artisanat-bfc.fr. Vous aurez effectivement toutes les formations qui sont enregistrées dans le programme, en tout cas, de chacun de vos départements. N'hésitez pas. Le replay, Thierry vous l'a dit, ça sera disponible dès la semaine prochaine pour ceux qui veulent resuivre. Et puis, j'avais une petite question qui est très perso, mais une dame qui me demande si ce module fait partie de la formation SEMA-CREA, soit que vous en faites partie ou soit que vous allez peut-être en faire partie, donc la grande formation SEMA-CREA. Oui, le module communication fait partie de la formation SEMA-CREA. Après, ce qu'il y a exactement dedans, c'est en fonction de chacun des formateurs, mais le module communication existe tout à fait. Alors, SEMA-CREA, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un module qui s'adresse aux créateurs d'entreprises, parce qu'on a aussi des créateurs d'entreprises qui nous suivent cette semaine. Voilà. Et pour répondre à Sylvie, non, on ne pourra pas vous envoyer ces présentations-là parce qu'elles seront visibles en replay après en vidéo. Donc, on n'enverra pas les PowerPoint, mais vous pourrez aller les regarder en replay directement sur notre plateforme YouTube, sans souci. Eh bien, pour moi, c'est bon, hein, Thierry. Je vois que les discussions et les questions s'arrêtent. Merci à vous pour le suivi, pour vos questions, pour l'interactivité. On vous souhaite une belle fin de matinée. On espère vous retrouver sur les autres webinaires de notre semaine, qui sont tous aussi complets, qui seront tous animés avec autant de ferveur et d'envie par nos collègues et par nous-mêmes pour certains. Donc, à très vite. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.